Silfiac, commune rurale de 460 habitants, située au nord-ouest du Morbihan. Nous sommes en Centre-Bretagne, à l'écart des grands axes, entre Cléguérec et Guémené-sur-Scorff. Pourtant, de nombreux visiteurs viennent ici s'informer et partager les expériences d'aménagement local. C'est que Silfiac tient avant tout sa notoriété de l'action et de la dynamique municipale portée par son maire, Serge Moello, qui a su très tôt transformer et adapter au contexte local le principe de développement durable sous ses formes économiques, environnementales et surtout sociales. On vient travailler en lien avec toutes les dynamiques aussi extérieures à la commune. Comme raison que dans une commune de 460 habitants, on n'est pas, à la mesure de notre commune, un ensemble de services à la population. Il n'y a pas de raison que quand les Silfiacois veulent... Grâce à la mise en œuvre de démarches innovantes et participatives, la commune attire de nouveaux habitants. De jeunes couples se sont installés et les effectifs scolaires ont été multipliés par 3. De nouvelles habitations à l'enveloppe grise ou colorée et au toit vert ont vu le jour. On a quelques familles anglaises qui cherchent à s'intégrer et puis qui sont là très souvent et c'est bien parce qu'on a le plaisir de rencontrer puis on sent que chez eux ils sont contents aussi de nous voir aussi. Hein. Ouais. Ah oui, c'est assez fraternel. Aujourd'hui, la question posée est de répondre aux besoins de centralité de cette commune, recomposée socialement et sociologiquement. La réponse a pour nom PAPI, pôle d'accueil et de proximité intergénérationnelle. Un projet innovant, tant sur le plan fonctionnel que sur les principes constructifs utilisés, lauréat des appels à projets Ecofort 2 de la région Bretagne, bâtiment basse consommation dans le cadre du prébat et photovoltaïque de l'ADEME. Mais comment a germé cette idée ? Alors un schéma directeur pour réfléchir à toute l'urbanisation du bourg et enfin, à son évolution future, c'était pour nous important parce que c'est pas une logique réservée aux grosses agglomérations, c'est aussi tout à fait pertinent pour une commune de la taille de la nôtre parce que nous aussi on est confrontés à un certain nombre de problématiques. On a une partie haute du bourg qui est beaucoup plus animée, beaucoup plus dynamique parce qu'il y a l'école, la mairie, la place du village, un commerce, etc. Et puis une partie plus basse du bourg où il y a un commerce uniquement qui est un peu isolé par rapport aux autres et aussi une rue là qui est plus sombre, plus difficile à animer. Et donc ça c'est par exemple une des problématiques à laquelle on voulait réfléchir dans le cadre du schéma directeur, mais de la même manière dans notre logique de développement durable, on voulait voir aussi comment aménager les choses pour qu'il y ait une meilleure place pour les piétons, que ça soit un peu plus végétalisé, moins minéral, etc. Et donc réfléchir aussi à toutes ces questions des dents creuses, etc. Donc on voulait avoir un schéma directeur global qui nous indique un peu dans quelle direction nous orienter. Le schéma directeur vise à organiser l'occupation de l'espace sur le court, moyen et long terme, en planifiant la réalisation d'un programme d'action dans le temps et en recherchant les financements, subventions et partenaires possibles. Donc pour réaliser le schéma directeur de Silfiac, nous sommes intervenus avec une équipe de 3 prestataires. D'abord un urbaniste de l'agence Espace-Temps à Nantes, un paysagiste de l'agence des Ormeaux de Rennes et nous-mêmes, Idéa Recherche, qui étions plus spécialisés sur les aspects de la concertation. Donc la concertation, dans le cadre d'un schéma directeur, elle permet d'une part d'ajuster le projet, c'est-à-dire on prend en compte la parole des habitants dans le projet, dans l'aménagement qui est proposé à la commune. Et l'autre intérêt de la concertation, c'est que ça permet de déminer en fait un certain nombre d'oppositions ou de conflits potentiels qui pourraient naître autour du projet. Et donc on fait en sorte qu'un noyau important autour des élus soit porteur de la démarche.
À titre d'exemple, en fait, la démarche de concertation nous a notamment permis de prioriser en fait, quels étaient les secteurs sur lesquels travailler. Donc on a comme ça pu mettre en exergue 3 secteurs, le secteur de l'église, le secteur de l'école et le secteur sud, toute la liaison avec l'écolotissement, comme étant des secteurs sur lesquels intervenir en priorité. L'implantation du projet PAPIT permettait en fait de réfléchir à l'articulation entre le centre-bourg ancien et le nouveau lotissement au sud de la commune, de réfléchir notamment en termes d'aménagement des espaces publics, mais aussi de liaison douce notamment, et de voir comment on pouvait du coup recoudre un peu ces 2 parties du territoire communal. Eh bien, cet écolotissement a été construit à une époque où on ne parlait pas encore d'écoquartier. Alors c'est pour ça que nous, on avait inventé le concept écolotissement. Et en fait, c'était l'un des 3 premiers en Bretagne qui imposait des matériaux naturels, qui fournissait des lots munis de cuves de récupération d'eau pluviale. Il y a aussi ce principe de jardins familiaux situés entre les maisons, ce qui fait qu'on économise effectivement de l'espace autour des maisons, mais il y a des espaces communs qui sont mis à disposition de la population de ce lotissement, des espaces qui sont aussi réversibles éventuellement et urbanisables ultérieurement également. Donc du coup c'est un lotissement qui a été très innovant, surtout à cette époque-là. C'était vraiment les premières constructions de ce type, en tout cas de manière groupée, qui auraient pu aller plus loin en matière d'économie d'espace, etc., même si c'était déjà fort par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a pensé avec le PAPI faire le lien avec ce lotissement, parce que on voit que l'architecture ici est complètement décalée par rapport au centre-bourg, et donc du coup avec le PAPI on a travaillé aussi sur une progressivité architecturale pour intégrer ce lotissement, le rapprocher, créer du lien avec le bourg, et donc faire en sorte que ce lotissement ne soit plus un lieu complètement marginalisé par rapport au reste du bourg. Une longue histoire me lie à la commune de Silfiac. J'ai déjà travaillé à la demande de Serge Moello sur l'écolotissement qui est juste derrière nous. Cet écolotissement d'ailleurs fait suite à d'autres écolotissements sur lesquels j'ai travaillé sur la commune de Bazouges de Langouette. Donc des communes militantes comme la commune de Silfiac, avec des maires qui ont décidé de poser des actes et de s'engager véritablement dans le débat du développement durable, mais en concrétisant sur leur commune des opérations pertinentes. Et naturellement, quand il s'est agi de travailler sur le projet PAPI, c'était une idée de Serge Moello, donc qui m'a demandé de réfléchir avec lui sur le sujet et de voir comment on pouvait commencer à élaborer l'esquisse d'un projet. On a choisi ce site d'abord parce que c'était une sorte d'encreuse en fait, par rapport à l'urbanisation du sud du bourg. Ça permet un lien entre la salle polyvalente et le terrain de foot, donc un lien est-ouest. Et ça permet de faire un lien nord-sud entre le lotissement et la partie plus ancienne du bourg. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de recréer ici un lieu de vie, et il y aura tout un espace au milieu entre ces 2 bâtiments du PAPI, qui sera un espace de rencontre et de convivialité, avec un théâtre de verdure, une aire multisport, des jeux de boules, voilà. Toujours ce côté intergénérationnel et lieu de rencontre. On veut retrouver l'esprit d'une place de village en fait au milieu de ces bâtiments, pour que toute cette articulation et tout ce lien se fasse. On a travaillé beaucoup sur les flux de circulation, notamment la place de la voiture sur cet espace. La salle polyvalente est juste à côté. Donc l'idée c'était qu'on arrive à gérer un espace de transition entre la salle polyvalente et le PAPI, qui soit un espace réservé aux enfants, un espace de jeu. Ce qui veut dire que tout le cœur d'îlot ici est essentiellement réservé à des circulations douces piétonnes, y compris
vers le lotissement, puisque une voie piétonne sera aménagée dans le programme d'aménagement de toute la zone. La commande de la commune visait à construire 2 bâtiments. Un premier bâtiment qui a pour vocation d'accueillir un domicile partagé et une maison des assistantes maternelles. Domicile partagé qui est un peu l'apanage de BSH, ce sont des lieux d'accueil pour des personnes en perte d'autonomie. On accueille 7 personnes, elles ont chacune leur chambre bien entendu, et des espaces de vie communs. Et la MAM, elle répond effectivement à l'impossibilité qu'ont les nounous aujourd'hui de pouvoir accueillir des enfants chez elles, puisque les réglementations ont changé, évolué. Donc elles ont besoin d'avoir un espace aujourd'hui agréé pour pouvoir recevoir les enfants. Et on voit bien là que l'intergénérationnalité est présente, puisqu'on a les 2 extrêmes de la vie dans ce bâtiment. Le bâtiment donc, répond à un système constructif double, à savoir un socle, c'est-à-dire le rez-de-chaussée qui est en monomure, donc c'est des briques de 40 cm d'épaisseur, sans isolant, et puis à l'étage une ossature bois avec comme isolant de la ouate de cellulose. Donc l'intérêt de construire avec de la brique monomure, c'est qu'on apporte une forte inertie dans ces bâtiments qui sont bien évidemment bioclimatiques. Donc ils sont étudiés et orientés pour profiter au mieux des apports solaires. En même temps, cette énergie solaire, il faut pouvoir la gérer donc, par le biais de l'inertie apportée par ces murs. Donc on a une régulation hygrothermique de qualité dans le bâtiment. Ce chantier a démarré en janvier 2012 et ce premier bâtiment développe une surface hors œuvre nette de 475 m². Pour compléter les performances énergétiques de ce bâtiment, des panneaux solaires installés en toiture-terrasse permettront la production d'eau chaude sanitaire. Le chauffage sera assuré grâce à la mise en place d'un réseau de chaleur rendu pertinent par la proximité des équipements publics, salles polyvalentes, cantines scolaires. Il y avait également, et ça c'était une demande forte de Serge Moello, donc c'était de créer un bâtiment exemplaire, novateur. C'est pour cela qu'il a été construit en ossature bois et isolation en paille avec un enduit à base de terre. C'est donc la salle d'animation qui accueille également sur son toit donc une centrale photovoltaïque qui produit de l'électricité. En fait, cette salle est destinée d'abord à dynamiser la vie associative locale, mais aussi elle va sans doute permettre aux équipes qui travaillent dans le domicile partagé et dans la maison d'assistante maternelle de développer peut-être des activités en commun. Et il y a également sur la commune des ateliers de l'éco-habitat qui reçoivent plusieurs milliers de scolaires par an autour d'activités sur le développement durable, l'éco-habitat, l'eau, les énergies, etc. Et donc en fait, ce sera aussi un lieu pour cette association pour recevoir des groupes. Donc c'est tout un lieu de vie qui se crée autour de cette salle d'animation. Et derrière, il y aura donc cette sorte de place de village avec l'aire multisport, avec ce théâtre de verdure, ces jeux de boules, des jeux adaptés aux différentes générations, etc. Donc tout ça de créer tout un ensemble avec tout un lieu de vie. Et on peut imaginer qu'il y aura ici encore plus de stages, etc. à se dérouler à Silfiac dans différents domaines, etc. Ce deuxième bâtiment, d'une surface hors œuvre nette de 180 m², sera doté de cuves de récupération d'eau pluviale. Au vu des performances énergétiques des bâtiments, l'alimentation du réseau de chaleur sera assurée par une petite chaudière bois granulé située dans ce bâtiment. Un système retenu pour son faible impact environnemental et son faible coût énergétique. La toiture solaire photovoltaïque utilisera une technologie innovante, des panneaux mixtes qui sont composés de cellules cristallines et amorphes, permettant un meilleur rendement, notamment en cas de lumière diffuse.
L'une des particularités de ce chantier réside dans le fait que c'est l'un des premiers ERP en Bretagne, équipement recevant du public, à être réalisé avec une isolation paille. La paille, elle a été faite à Malguenac, à côté, là. Je pense que l'objectif, c'est quand même d'essayer de rester le plus local possible en termes d'approvisionnement. Et puis, ça veut dire aussi travailler avec les agriculteurs. Et les agriculteurs, au-delà de 20 km, pour faire venir la paille sur le chantier, ça risque de prendre longtemps. En termes de transport, c'est même assez volumineux, quoi. Sur un bâtiment comme celui-ci, on doit avoir quelque chose comme 750 bottes de paille. S'il avait fallu mettre tout ça dans des camions, ça aurait fait un coût de transport assez important. Et puis une logique locale qui n'aurait du coup pas été très développée. En ce qui concerne la mise en place de la structure ou la conception de la structure, il faut prendre les contraintes liées à la dimension de la botte de paille. Donc, ce sont quand même des machines qui font des tailles standards en largeur et en hauteur, même si on peut varier un petit peu sur la longueur de la botte. Il y a un calibrage qui sort d'une machine qui s'appelle une botteleuse, et il faut que dès la conception, on songe à cette contrainte de l'utilisation de la botte de paille entre les montants de l'ossature bois. Alors tout d'abord, nous on est une association d'insertion, l'association du Gros Chêne de Pontivy. Et ce qu'on fait, lorsque le chantier a été traité par Tiers Habitat, la mairie de Silfiac ont demandé à ce qu'une association d'insertion puisse intervenir sur le chantier. Donc ils nous ont proposé, on a fait un devis qui a été accepté. Et là on a répondu pour le chantier de mise en paille, isolation, et les enduits à la chaux par la suite. Il y a forcément des producteurs de paille locaux qui ont de la petite botte stockée. Nous, on travaille avec la collaboration de Tiers Habitat. Ce sont eux qui nous dirigent. Nous, on est les petites mains, quoi. C'est Tiers Habitat qui a le chantier et qui nous fait travailler, qui nous montre comment on fait. Ce sont eux qui sont compétents. Nous, on découvre et on met en œuvre l'isolation à la paille. La commune met en œuvre des écomatériaux dans toutes ses constructions depuis plusieurs années, depuis qu'on s'est lancé dans cette démarche de développement durable, parce que ça valorise les circuits courts. La paille en est un exemple. Là, il y a des liens avec l'activité agricole du territoire. Il n'y a pas besoin de mettre en œuvre forcément des matériaux très sophistiqués et élaborés très loin. Voilà, ça participe aussi de la reterritorialisation de l'économie. Ensuite, ce sont des bâtiments du coup très isolés, qui permettent aussi des économies d'énergie, mais également on est très sensible à cette question de la santé dans les bâtiments. Donc les écomatériaux permettent tout ça. La paille, elle vient de Malguenac. La terre avec laquelle on va faire des enduits, on va la prendre dans les tas qui sont derrière. Du coup, en termes d'empreinte énergétique et d'énergie grise, les principaux matériaux d'isolation et de finition sont des matériaux qui viennent d'ici, qui vont retourner à la terre une fois que le bâtiment sera démoli, quand il sera démoli. On fait la couche d'accroche sur la paille. Donc le gopti, donc de la chaux et du sable. Pour structurer la paille, parce que ça reste un matériau souple, et pour pouvoir bien mettre l'enduit, on fait une bonne croûte qui du coup va nous permettre d'appliquer l'enduit facilement, et puis après de finir avec la couche de finition. À la main, c'est un bon outil, quoi, parce que toutes les irrégularités là, ça les compense bien, quoi. Et les problèmes de densité aussi. Des fois, c'est plus creux à des endroits que d'autres, quoi. On est en contact avec la matière. Ouais, on est en contact avec la matière complètement. Ouais, ça, l'outil, il peut pas faire, quoi. On a quand même toujours besoin du manuel important, quoi. Là, on a fait du rebouchage en début de semaine.
pour avoir le mur le plus droit possible. Et là, du coup, on remet le corps d'enduit. Donc là, on recouvre entièrement la maison. Donc le corps d'enduit, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le corps de la maison. Donc c'est lui qui va délimiter les formes et puis l'aspect extérieur d'ensemble. Donc la composition de ce mélange, c'est de l'argile, donc l'argile de Sylfiac, l'argile du chantier, des fondations, de la paille, du sable, et on met un peu de chaux, on met 10% de chaux pour que l'enduit soit résistant au lessivement de l'eau. Et puis voilà, après c'est la finition en chaux qui va vraiment protéger le bâtiment de l'eau. Et puis qui va faire la décoration aussi. Avec des matériaux comme ça, on peut s'attendre à ce que les gens puissent mieux vivre dans ces matériaux. C'est-à-dire que l'ambiance dans laquelle on vit est aussi importante en termes d'impact sanitaire par rapport au bien-être des gens. Et que dans le prix moyen d'un bien, prendre en compte toutes ces choses qui ne sont pas prises en compte encore aujourd'hui, empreinte énergétique, énergie grise, impact sanitaire, le bien-être des gens. Quel prix ça a, ça? Construction bioclimatique, mise en œuvre d'écomatériaux, bâtiments basse consommation. Comment évalue-t-on le niveau de confort et de qualité de vie de ces futurs équipements ? Alors les objectifs en termes de consommation énergétique concernant les bâtiments du Papy étaient de diminuer de 50% les consommations d'énergie en ce qui concerne la salle d'animation, donc le bâtiment en paille. Donc diminution de 50% par rapport aux références de la RT 2005. Et en ce qui concerne donc le domicile partagé et la maison d'assistante maternelle, l'objectif était de passer en dessous des 55 kWh au mètre carré et par an. L'objectif étant d'obtenir le label bâtiment basse consommation. Alors pour garantir que les objectifs soient bien atteints au niveau des bâtiments, on va notamment procéder à des tests d'étanchéité à l'air. Qui vont permettre de voir les points faibles du bâtiment et de les améliorer si jamais on détecte des fuites, vu que l'objectif est vraiment d'avoir des bâtiments qui soient étanches. Dans le cadre du suivi des performances énergétiques, un certain nombre de capteurs ont été intégrés au bâtiment, donc par le CET de l'Ouest dans le cadre du projet Prébat. Donc ces capteurs ont été intégrés à l'intérieur du bâtiment pour mesurer la consommation énergétique, pour la suivre sur plusieurs années, pour mesurer la température intérieure et l'hygrométrie, et pour voir comment le bâtiment se comportait sur un aspect hygrothermique, pour voir vraiment l'impact de la paille, notamment, de cet aspect particulier du bâtiment qui est la constitution en mur en paille. Et pour corréler l'ensemble de ces données avec la réalité du terrain sur Sylfiac, il a été installé donc, sur le toit de la salle d'animation une station météo complète qui permet de mesurer en continu la vitesse du vent, l'orientation du vent, la température, la pluviométrie, etc. Vraiment pour reboucler les consommations observées, l'évolution des températures et de l'hygrométrie intérieure avec les valeurs de l'hygrométrie et de l'ensoleillement extérieur. Je pense qu'on peut dire que si une commune comme Sylfiac, 460 habitants, peu de moyens, réussit à faire ce type de projet, je crois qu'on peut le faire à peu près partout. En tout cas, il a été réfléchi comme ça. C'est vraiment un concept qui répond aux besoins des petites communes rurales, notamment du centre Bretagne. Il y a besoin de perpétuer les services en fait dans ce type de commune. Il y a besoin de créer des lieux de vie. Il y a besoin de renforcer le lien social et y compris en milieu rural, de lutter contre l'individualisme. Et donc en fait ce côté innovant et expérimental est effectivement très important pour nous parce que c'est ça qui nous permet
aussi de décrocher des subventions, des crédits exceptionnels voilà, qu'on n'aurait pas autrement. Et donc je pense qu'on peut dire que toute l'échelle des collectivités soutient notre initiative et donc finalement on est devenu crédible parce qu'on a toute une démarche autour du développement durable et ces partenaires nous soutiennent aujourd'hui. Et finalement de se mettre dans cette logique de développement durable, on se dit on va essayer d'apporter une réponse globale et tous ces différents éléments vont se renforcer mutuellement et donc c'est comme ça qu'est née cette idée, ce concept en fait de pôle d'accueil de proximité intergénérationnelle. Dimanche après, oui.